Les échos du givre et le choix du soldat. L'hiver à New York n'était jamais seulement une saison, c'était un adversaire. L'air du matin était une lame invisible et acérée qui tranchait à travers les manteaux de laine et engourdissait les visages des millions de personnes pressées vers leur tour de verre. La neige, tombée pendant la nuit en une lourde couverture silencieuse, s'accrochait maintenant aux corniches des immeubles d'avant-guerre, adoucissant les angles agressifs de la métropole tout en les rendant plus fragiles. De blanches volutes de vapeur s'élevaient des bouches de métro, s'enroulant dans le ciel plombé comme les fantômes fatigués du passé industriel de la ville. Sous le froid mordant, le grondement lointain de la circulation battait comme un cœur, implacable et indifférent. Sur un trottoir près de la 72 rue, le rythme de la ville ne s'arrêtait pour personne. Les talons claquaient sur le pavé gelé, de lourdes bottes martelaient la gadoue, créant une percussion frénétique de vie toujours en retard. Au milieu de cette mer de mouvement, une cage de fer rouillé reposait, abandonnée contre un lampadaire couvert de givre. La vision était brutale, un objet d'enfermement dans une ville qui prêche la liberté. Un morceau de carton, détrempé sur les bords et maintenu par du ruban décollé, portait un message griffonné au marqueur noir épais, « À vendre ». À l'intérieur, la réalité était encore plus sombre. Une femelle berger allemand, les côtes visibles sous un pelage terni par la malnutrition, était recroquevillée en une boule protectrice. Elle n'était pas seulement transie, elle était vidée de ses forces. Blottis contre la courbe de son ventre se trouvaient 2 chiots de quelques semaines à peine. Leur petit corps tremblait dans un frisson rythmique et désespéré, seule chose qui semblait encore les maintenir en vie. Le givre avait blanchi leurs moustaches, et leur respiration arrivait en bouffées courtes et paniquées qui disparaissaient aussitôt dans l'air. Ils avaient dépassé le stade des gémissements, ils attendaient simplement la fin. Caleb Morgan se frayait un chemin dans la foule comme un homme habitué aux longues routes solitaires. À 38 ans, sa posture portait encore la discipline rigide du soldat, même si l'uniforme qu'il avait porté près de 20 ans n'était plus qu'un souvenir plié au fond d'une malle. Grand, les épaules élargies par l'endurance plus que par la vanité, il avait les cheveux coupés courts, déjà grisonnants aux tempes, et une mâchoire tendue par habitude, vestige d'années passées dans des lieux où le silence était une stratégie de survie. Il était revenu depuis 3 mois, mais le mot maison avait encore un goût de cendre. La nuit, le bourdonnement de son réfrigérateur se transformait en ronflement d'un véhicule de patrouille, et les klaxons des taxis devenaient l'écho lointain de sirènes de zone de guerre. Pour Caleb, la paix de la ville ressemblait à une autre forme d'exil. Il marchait non parce qu'il avait une destination, mais parce que le mouvement lui prouvait qu'il avançait encore. Il aperçut la cage à une demi-rue de distance. D'abord, il la prit pour des détritus, puis l'écriteau à vendre attira son regard. Son pas ralentit. Autour de lui, humanité new-yorkaise poursuivait sa course. Une femme en manteau rouge de créateur baissa les yeux, murmura « pauvre bête », puis enjamba une flaque sans ralentir. Un homme au téléphone jura contre le temps, inconscient des 3 vies gelées à quelques centimètres de ses chaussures. Quelque chose se fissura au fond de la poitrine de Caleb, un endroit qu'il avait barricadé derrière des portes de fer. Il ne ressentit pas encore la colère, il ressentit la reconnaissance. Il avait déjà vu ce regard. Ce vide aux yeux écarquillés de l'être vivant qui comprend que l'aide ne viendra pas. Il l'avait vu chez des chiens errants à Kaboul et dans son propre reflet après trop d'enterrements. Sans un mot, Caleb s'agenouilla dans la neige sale. Le froid traversa son pantalon usé, mais il s'en moqua. En approchant, les oreilles de la chienne frémirent. Elle ne grogna pas, ne claqua pas des dents. Elle leva simplement la tête dans un effort douloureux, croisant ses yeux bruns profonds avec les yeux gris de Caleb. Dans ce regard se trouvait une question muette et ancienne. Es-tu celui qui nous achève ou celui qui nous sauve? Doucement, murmura Caleb, sa voix grave et rocailleuse vibrante dans le vent. Je ne te ferai pas de mal. Je te le promets. Il retira un gant, exposant sa main au froid mordant. Il ne tenta pas de les saisir. Il laissa simplement sa main près des barreaux pour que la mer capte son odeur, cuir ancien, fumée de bois et une force calme et stable. Elle se pencha, son museau gelé frémissant, et, l'espace d'un instant, sa langue effleura ses jointures.
C'était un geste de confiance immense, offert par une créature à qui le monde avait donné toutes les raisons de le haïr. 6 étages plus haut, Margaret Holloway se tenait derrière sa fenêtre givrée, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. À 75 ans, les cheveux d'argent et un appartement empli d'odeurs de vieux livres, elle passait ses journées à observer le monde à travers la vitre. Depuis la mort de son mari, un homme revenu de sa propre guerre avec des ombres dans les yeux, les hivers semblaient plus longs et le monde plus froid. Elle surveillait la cage depuis l'aube, le cœur serré par une impuissance lourde comme un poids physique. Puis elle vit l'homme au blouson de camouflage passer. Elle vit la façon dont il s'agenouillait, non avec la pitié distraite d'un passant, mais avec le respect profond d'un protecteur. Elle reconnut l'immobilité de ses épaules, la manière dont il occupait l'espace. « Ne les laisse pas », murmura-t-elle contre la vitre embuée. « S'il te plaît, ne les laisse pas mourir dehors. » Sur le trottoir, Caleb sentit le poids de l'instant. Il sortit son portefeuille. 40 $ s'y trouvaient, de quoi manger 4 jours. Il regarda l'écriteau à vendre, puis le vendeur de marrons grillés de l'autre côté de la rue. Il se leva, traversa et lui tendit l'argent. « Je prends les chiens. Cet argent est pour la personne qui les a laissés. S'ils reviennent, dites-leur que la dette est payée, et que s'ils croisent mon chemin, ils regretteront d'être sortis de l'ombre. » Le vendeur, un homme qui avait tout vu, hocha lentement la tête. « Ils sont à vous, soldats. Emmenez-les avant que la glace ne gagne. » Caleb retourna à la cage. Il jeta sa propre veste lourde sur les barreaux pour conserver le peu de chaleur restant. En soulevant la lourde carcasse rouillée, il sentit la chienne déplacer son poids, se presser contre ses tibias à travers les barreaux. Il se mit à marcher, ses pas lourds et déterminés dans la neige. Il ne savait pas comment il les nourrirait, comment son propriétaire réagirait, ni comment guérir les blessures visibles dans leurs yeux. Il savait seulement que, pour la première fois depuis 3 mois, ses mains ne tremblaient plus. Il avait une mission. En tournant le coin de la rue, laissant derrière lui la foule indifférente, la neige se mit à tomber plus fort, mais l'air ne paraissait plus aussi froid. Un soldat avait fait son choix, et au cœur du givre, une nouvelle histoire venait de commencer à respirer. Les ombres dans la neige et la force du lien. Le trajet vers Brooklyn fut un flou de gadoue grise et d'essuie-glace battant la mesure. Le vieux pick-up bleu de Caleb, un véhicule ayant survécu à des années de négligence et aux routes saturées de sel, tremblait en gravissant le pont. À l'arrière, serrée contre la petite banquette de la cabine, la cage de fer reposait, enveloppée dans les épaisses couvertures de laine données par la femme du café. Il entendait le faible grattement rythmique de griffes contre le métal, un son de vie, aussi fragile soit-il. L'appartement de Caleb se trouvait dans un immeuble de briques fatigué dont les couloirs sentaient toujours la cire à plancher et le chou bouilli. C'était un lieu conçu pour un homme qui ne comptait pas rester longtemps. Les murs étaient presque nus, à l'exception d'une photo encadrée de son unité dans le désert et d'une croix de bois près de la porte. Le mobilier était spartiate. Un lit simple, une table en bois massif et un radiateur qui sifflait et claquait comme une vieille locomotive à vapeur. Mais peinait à chasser le froid de l'hiver. En montant les 3 étages d'escaliers étroits avec la cage, le poids de la responsabilité s'enfonça dans ses os. Il ne portait pas seulement des animaux, il portait une dette envers sa propre humanité. Une fois à l'intérieur, il posa la cage sur un tapis de laine effiloché près du radiateur. Ses gestes étaient précis, l'habitude d'un homme habitué aux espaces confinés. Il s'agenouilla, les doigts engourdis par le froid, et tâtonna sur le loquet rouillé. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura-t-il, plus pour se convaincre lui-même que. Le trottoir, c'est fini. Il ouvrit la porte et attendit. Longtemps, rien ne bougea. Puis la chienne avança prudemment son museau. Elle huma l'air, le bois ancien, le café, la pointe métallique du radiateur. Lentement, elle sortit, les pattes tremblant si fort qu'elle manqua de s'effondrer. Elle ne chercha ni de la nourriture ni une sortie. Elle se retourna aussitôt pour pousser ses 2 chiots hors de la cage du bout du museau. Caleb les observa. De petites créatures maladroites, les yeux écarquillés entre peur et curiosité. Il comprit alors qu'ils avaient besoin de noms, non seulement pour les identifier,
mais pour leur donner une place dans le monde. Il regarda la mer. Malgré la saleté et la faim, elle se mouvait avec une dignité calme et royale. « Grace », décida-t-il. Il se tourna vers le chiot le plus grand, déjà en train de renifler sa botte. « Toi, tu es rangé. » Puis vers le plus petit, dont la respiration restait trop hachée. « Et toi, tu es Milo. » Il passa l'heure suivante à un autre type de triage. Il fit bouillir du riz et le mélangea à une boîte de jambon, le meilleur qu'il avait dans ses placards. L'odeur de la nourriture chaude remplit la pièce, et pour la première fois, la queue de Grace esquissa un battement hésitant. Elle mangea lentement, s'arrêtant parfois pour pousser la gamelle vers ses petits, un geste de dévouement maternel qui noua la gorge de Caleb. Le lendemain matin, la réalité de leur état se fit plus claire. Caleb les conduisit dans une petite clinique vétérinaire coincée entre une laverie et une boulangerie. Le docteur Allison Grant, une femme au regard vif et au toucher doux, les examina sous la lumière crue des néons. Son expression passa de l'inquiétude professionnelle à une colère froide et contenue lorsqu'elle palpait les flancs de Grace. « Ce ne sont pas de simples chiens abandonnés, Caleb, dit-elle d'une voix serrée. Elle désigna une série de cicatrices irrégulières près de l'arrière-train de Grace et l'usure de ses dents. Elle a été surexploitée pour la reproduction. Portée forcée, sans doute dans un sous-sol sombre ou une remise étroite. Elle faisait partie d'un réseau clandestin d'élevage. Quand elle n'a plus rapporté assez de marchandises ou qu'elle est devenue trop malade, ils l'ont jetée comme un déchet. Une froideur familière envahit Caleb, la même que sur le terrain face à la cruauté insensée. Et les chiots? Ils sont faibles, mais ils s'en sortiront s'ils restent au chaud et nourris. Mais écoute-moi bien, le prévint-elle en le regardant droit dans les yeux. Les gens qui gèrent ces réseaux n'aiment pas perdre leur propriété. S'ils pensent pouvoir encore tirer quelques centaines de dollars de ces chiots, ils pourraient revenir. Caleb hocha la tête, la mâchoire crispée. Qu'ils essaient. L'avertissement le hanta sur le chemin du retour. Le passage du statut de soldat à celui de civil l'avait laissé désemparé. Désormais, il avait un périmètre à défendre. L'esprit d'un soldat ne s'éteint jamais vraiment. Il cherche simplement d'autres menaces. 2 jours plus tard, les ombres apparurent. Tout commença par les empreintes. En descendant jeter les ordures, Caleb s'arrêta à l'entrée de l'immeuble. Dans la neige fraîche, de profondes traces de bottes de travail menaient à sa porte, faisaient une pause, puis repartaient vers la rue. Il n'y avait aucune trace de sortie nette. Celui qui était venu avait attendu longtemps avant de se fondre dans l'ombre d'une ruelle. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière la skyline de Brooklyn, un fourgon sombre aux vitres teintées et sans plaque d'immatriculation se mit à tourner au ralenti à l'angle de la rue. Il resta là 1 heure, son échappement fumant dans l'air glacé comme un feu de signalisation. Grace le sentit aussi. Elle se posta près de la porte, un grondement grave vibrant dans sa poitrine, le poil hérissé. Caleb s'assit dans l'obscurité, le dos au mur, de façon à voir à la fois la fenêtre et la porte. Il n'avait pas peur, il était en alerte. Il sentit une main sur son épaule et sursauta. C'était Margaret. Elle était entrée avec la clé de secours qu'il lui avait donnée. Vous les avez vus, n'est-ce pas? 2 hommes. Ils étaient sous le lampadaire hier soir, à regarder votre fenêtre. Je voulais appeler la police, mais je ne savais pas si je n'étais pas une vieille femme qui voyait des fantômes. Vous ne voyez pas de fantômes, Margaret, répondit Caleb en fixant la rue. Ils sont bien réels. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus simplement se cacher. Il avait passé sa vie à réagir au monde, il était temps de prendre l'initiative. Il appela le commissariat local, mais l'agent fut évasif. New York compte 8 millions d'habitants, Monsieur Morgan. Des empreintes et un fourgon, ce n'est pas un crime. Rappelez-nous si quelqu'un tente vraiment d'entrer par effraction. Caleb raccrocha. Il savait que l'attente de l'effraction arrivait souvent trop tard. Le point culminant de la tension survint la nuit suivante. Une pluie de grésil avait transformé les rues en pièges de verre. Caleb décida de sortir Grace pour une courte promenade, espérant que le mauvais temps tiendrait les ombres à distance. Il se trompait. En sortant par l'entrée latérale,
2 hommes surgirent de derrière une rangée de voitures stationnées. L'un était grand et sec, portant une parque attachée de graisse. L'autre, plus trapu, tenait une lourde barre de fer. « C'est notre chienne, mon gars », gronda le grand d'une voix rauque. « Et les chiots qu'elle a dedans, ils sont à nous aussi. Donne la laisse, et peut-être qu'on ne te brisera pas les jambes. » Caleb ne bougea pas. Il n'eut pas besoin d'armes. Il ajusta son appui, abaissa son centre de gravité, ses yeux analysant leurs mains, leurs regards, leurs appuis, un mouvement né de milliers d'heures d'entraînement au combat rapproché. « Vous avez fait une erreur, » dit Caleb d'une voix étrangement calme. « Vous avez cru que j'étais juste un homme avec un chien. Vous n'avez pas compris que j'attendais une raison de me sentir moi-même à nouveau. » L'homme trapu abattit la barre. Le geste était lourd et prévisible. Caleb entra dans l'arc du cou et frappa le menton de l'homme de la paume avec la force d'un marteau. Tandis qu'il s'effondrait, Caleb pivota, saisit le grand à la gorge et le plaqua contre le mur de briques. « Écoute-moi bien » siffla Caleb, son visage à quelques centimètres des yeux terrifiés. « Tu reviens près de cet immeuble, tu penses à ces chiens, et je te retrouverai là où tu dors. Tu as compris ?» L'homme acquiesça frénétiquement. À cet instant, des lumières bleues et rouges inondèrent la ruelle. Margaret avait finalement appelé la police, et pas pour un simple fourgon suspect, mais pour une agression en cours. L'agent Reed, un policier chevronné au visage fatigué, sortit de la voiture. Il regarda l'homme à terre, celui plaqué au mur, puis le berger allemand debout calmement près de Caleb. Il croisa le regard de Caleb, le regard d'un homme qui n'était plus un exilé, mais un protecteur. « J'ai l'impression que vous allez devoir m'expliquer 2 ou 3 choses, » dit Reed avec une pointe de respect dans la voix. Au lever du jour, les 2 hommes étaient en garde à vue et leur fourgon fouillé. À l'intérieur, la police découvrit 4 autres chiens, tous enfermés dans des cages, tous terrorisés. La prise de position de Caleb n'avait pas seulement sauvé Grace. Elle avait entrouvert une porte sur un monde de cruauté enfin exposé à la lumière. En remontant ses escaliers, Grace posa la tête contre la jambe de Caleb. Il comprit alors que la « force du lien » ne concernait pas seulement les chiens. Elle parlait aussi du quartier, de la vétérinaire et même de la loi qui commençait enfin à voir l'invisible. Il n'était plus seulement un soldat. Il était un homme qui appartenait à une meute. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté le service, Caleb Morgan avait le sentiment d'être exactement là où il devait être. L'ultime résistance et l'aube de la grâce. Le silence qui s'abattit sur l'appartement de Caleb après les arrestations dans la ruelle n'était pas un silence de paix, mais cette immobilité lourde et chargée qui demeure après un éclair. Dehors, l'hiver new-yorkais commençait à desserrer son étreinte. La neige se changeait en une gadoue grise et larmoyante, reflet de l'épuisement de l'âme de Caleb. Il se tenait près de la fenêtre, observant la pulsation rythmique des lumières de la ville, tandis que Grace reposait à ses pieds. Son flanc portait un pansement propre et récent, là où une lame l'avait effleuré durant le chaos de l'affrontement, une blessure superficielle, mais un rappel profond que les ombres qu'il combattait ne se dissipaient pas facilement. Les trafiquants faisaient partie de quelque chose de plus vaste, un réseau qui considérait les êtres vivants comme de simples lignes sur un registre. Caleb savait qu'en sortant de l'ombre pour sauver Grace, il s'était lui-même désigné comme cible. Mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus comme un homme attendant une embuscade. Il se sentait comme un homme qui tient sa position. Le tournant survint un mardi matin, sous un ciel couleur d'ardoise mouillée. Caleb revenait d'un bref rendez-vous avec Evelyn Carter, à la Fondation de protection animale, lorsqu'il trouva la porte de son appartement entr'ouverte. La vue provoqua dans son système nerveux un choc froid et familier, l'instinct du soldat qui reconnaît une brèche dans son périmètre. Il entra lentement, ses bottes silencieuses sur le parquet. L'appartement avait été mis à sac. Des chaises renversées, des couvertures arrachées au sol, et la petite croix de bois près de la porte gisait en éclats. Le cœur cognant contre ses côtes, il appela Grace. Un faible gémissement douloureux le guida jusqu'à la chambre. Grace était recroquevillée dans un coin, le corps tremblant, les yeux écarquillés d'une terreur protectrice. Ranger et Milo étaient blottis sous le lit, silencieux et frissonnants.
Sur la table de la cuisine, les intrus avaient laissé un unique message glaçant, un collier étrangleur rouillé et dentelé qui n'avait pas appartenu à Grace. Une promesse de ce qui arriverait si Caleb cessait d'interférer. « Ça va », murmura Caleb en s'agenouillant près de Grace et en attirant sa tête contre sa poitrine. « Ils sont partis. Je suis là. » Alors qu'il nettoyait les débris de son foyer, Margaret apparut sur le seuil. Elle ne posa aucune question. Le mobilier brisé racontait déjà l'histoire. Elle ramassa la croix de bois éclatée, ses mains stables malgré l'âge. « Caleb, » dit-elle d'une voix douce mais d'acier, « mon mari disait que la guerre ne quitte jamais vraiment un homme. Mais il disait aussi que si nous nous battons, c'est pour que le monde ne devienne pas un endroit où de telles choses sont tolérées dans le silence. Tu ne protèges plus seulement des chiens. Tu protèges l'idée que la bonté a encore sa place ici. » Ces paroles agirent comme un catalyseur. Caleb comprit que se cacher n'était plus une option. Il contacta Evelyn Carter et livra les dernières informations nécessaires aux autorités. La description des hommes, la plaque d'immatriculation qu'il avait mémorisée et l'emplacement de l'entrepôt qu'il avait repéré lors de ses nuits d'insomnie passées à observer. La descente eut lieu 48 heures plus tard. Caleb ne portait pas d'armes, mais il se tint aux côtés des agents lorsqu'ils forcèrent l'entrée d'un entrepôt sans enseigne à la lisière industrielle de Brooklyn. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeurs de béton humide et de désespoir. Des dizaines de cages s'empilaient jusqu'au plafond, remplies de chiens dont les yeux reflétaient ce même regard vide et brisé qu'il avait vu pour la première fois chez Grace. Lorsque la police emmena les trafiquants menottés, Caleb marcha entre les rangées de cages. Il vit la marchandise redevenir des êtres vivants, à mesure que les sauveteurs arrivaient avec des couvertures chaudes et des paroles douces. Il sentit un poids quitter ses épaules, un poids dont il n'avait même pas conscience. La mission était terminée. Le réseau était démantelé. Les semaines suivantes apportèrent l'aube de la grâce. Le printemps arriva à Brooklyn non dans un rugissement, mais par un dégel doux et persistant. Les arbres du petit parc près de l'immeuble de Caleb laissèrent paraître les premiers bourgeons timides, et l'air perdit son tranchant. Dans l'appartement, l'atmosphère avait entièrement changé. Grace ne boitait plus. Son pelage avait retrouvé son éclat, et elle se mouvait avec une dignité tranquille digne de son nom. Ranger était devenu un adolescent exubérant et maladroit qui considérait chaque feuille tombée comme un défi personnel, tandis que Milo, toujours petit mais désormais sûr de lui, faisait souvent la sieste la tête posée sur le pied de Caleb. Mais le changement ne se limitait pas à l'appartement. Il gagnait tout le quartier. Le soldat au chien était devenu une petite légende locale. Ceux qui passaient autrefois sans un regard s'arrêtaient désormais pour offrir un sourire ou un mot d'encouragement. Un matin, Caleb trouva devant sa porte un sac de croquettes de qualité et un mot manuscrit. « Merci de ne pas avoir détourné le regard. » Margaret devint une présence quotidienne. Elle apportait des livres à lire aux chiens, affirmant qu'ils appréciaient la cadence de la poésie, et elle et Caleb s'asseyaient dans la lumière déclinante de l'après-midi, partageant thé et souvenirs. Elle lui parlait de la douceur de son mari, et Caleb, pour la première fois, évoquait ce qu'il avait vu outre-mer, découvrant que le récit transformait les souvenirs en histoires plutôt qu'en fantômes. Un après-midi, Caleb s'assit à sa table de bois et reprit le carton Fr sale qu'il avait arraché à la cage ce matin glacé. L'encre noire était passée, les bords effilochés et tachés d'eau. Il le contempla longtemps, se souvenant de l'homme qu'il avait été, perdu, isolé, dérivant dans un monde indifférent. Il ne jeta pas le panneau. Il le plaça dans une petite boîte à souvenirs rangée dans le placard. Ce n'était plus le symbole d'une transaction, mais le témoignage de l'instant où sa vie avait retrouvé son sens. Il comprit que sauver Grace n'avait pas été un acte de charité. C'était une mission de sauvetage pour sa propre âme. Evelyn Carter finit par lui proposer un poste permanent de coordinateur de terrain au sein de la fondation. Il accepta, comprenant que ses qualités de soldat, vigilance, discipline, courage, étaient précisément celles qu'il fallait pour protéger ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Il devint l'homme qui intervient quand tout se complique, celui qui reste quand tous les autres partent. L'histoire se termine par une douce soirée de mai. Caleb promenait la meute dans le parc.
Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée et ambrée sur la ville, changeant les façades de verre des gratte-ciel en plaques de feu. Grace marchait parfaitement à ses côtés, la tête haute. Ranger enquêtait sur un écureuil, et Milo trottinait joyeusement, la queue dressée comme une bannière. Un vieil homme assis sur un banc les regarda passer. « De beaux chiens, fiston. Vous avez fait du bon travail. » Caleb s'arrêta et baissa les yeux vers Grace. Elle le regarda à son tour, ses yeux brun clairs et pleins d'une compréhension profonde et muette. « C'est eux qui ont fait le travail, » répondit Caleb avec un faible sourire. « Moi, je leur ai juste donné un endroit pour le faire. » Alors qu'ils s'éloignaient dans les ombres grandissantes du parc, la ville semblait différente. Toujours bruyante, toujours bondée, toujours chaotique, mais plus froide. Caleb Morgan n'était plus un soldat en exil. Il était un homme qui avait trouvé sa maison, non dans un bâtiment, mais dans le regard d'une créature qu'il avait refusé d'abandonner. Et tandis que vous méditez ce voyage, souvenez-vous, la bonté n'est jamais une marchandise. C'est un choix que nous faisons dans les instants silencieux, dans la neige et face à l'indifférence. C'est la seule chose en ce monde qui, une fois donnée, grandit jusqu'à couvrir la terre. Puisse-t-on toujours avoir le courage de s'arrêter, de s'agenouiller et de reconnaître la grâce qui attend dans le givre. Amen.